y a près de 12 900 ans, bon, je n'étais pas là, mais quelque chose a repoussé l'hémisphère nord vers l'ère glaciaire. Pendant des années, les scientifiques ont cru qu'un énorme astéroïde en était la cause. Mais de nouvelles recherches pointent vers quelque chose qui était déjà sur Terre. Un volcan caché sous la glace, ou sous l'eau, qui, au lieu de faire fondre la glace, a fait l'inverse et rendu le Groenland encore plus froid. Les scientifiques appellent ce gel brutal le Dryas récent. Malgré les apparences, avec ses canicules estivales insupportables partout dans le monde, la Terre est techniquement encore dans une ère glaciaire. L'orbite et l'axe de la Terre subissent toutes sortes d'inclinaisons et d'oscillations. C'est pourquoi on alterne entre périodes glaciaires froides et périodes interglaciaires plus chaudes. En ce moment, nous sommes dans une période interglaciaire, appelée l'Holocène. Mais avant que les civilisations puissent vraiment cultiver et profiter de l'été, elles ont dû endurer ce gel inattendu, qui a duré environ 1300 ans. Les données du Groenland suggèrent que ce changement s'est produit en quelques décennies seulement. Les températures ont chuté de plus de 15 degrés Celsius, les vents se sont renforcés et tout l'Atlantique Nord s'est mis à fonctionner comme si quelqu'un avait poussé le congélateur à fond. Dans les sédiments européens, les traces végétales sont revenues à la toundra de climat froid. Ce basculement a même ramené une petite fleur arctique résistante, le Dryas, en plein cœur de l'Europe. Et c'est de là que cette vague de froid soudaine à vous faire claquer des dents tire son nom. Mais pourquoi ce froid inattendu ? L'indice se trouve au cœur de la calotte glaciaire du Groenland. Toute cette glace, c'est comme le disque dur de la Terre, avec tous les événements classés dans l'ordre. Quand il neige au Groenland, la neige ne fond pas vraiment. Au contraire, chaque année, de la neige s'accumule par-dessus. Avec le temps, tout ce poids comprime les couches inférieures et les transforme en glace. Ce processus emprisonne de minuscules bulles d'air contenant des fragments de l'atmosphère. En gros, le gel conserve un instantané de ce qui se passait dans le ciel à ce moment-là. Par exemple, s'il y a eu un grand feu de forêt au Canada il y a 5000 ans, la fumée et la suie auraient dérivé jusqu'au Groenland pour se déposer sur la neige. Si un gros impact d'astéroïdes s'était vraiment produit à cette époque, on s'attendrait à trouver ces traces chimiques dans les couches de glace correspondantes. Pour accéder à ces données, les scientifiques utilisent d'énormes foreuses creuses. Ils forent en profondeur et extraient de longs cylindres appelés carottes de glace. Et comme la glace du Groenland fait près de 3 km d'épaisseur, ces carottes préservent un relevé climatique incroyablement long, permettant d'examiner de la glace vieille de plus de 100 000 ans. En examinant les carottes de glace de cette période, les chercheurs ont découvert un pic soudain de platine. Cet élément est extrêmement rare près de la surface terrestre, mais bien plus courant dans les météorites et les astéroïdes. C'est pourquoi les théories pointaient vers quelque chose d'énorme venu de l'espace. Mais comment un astéroïde pourrait-il provoquer un changement climatique ? En gros, ça marche comme ça. Imaginons qu'une roche géante percute une calotte glaciaire. L'impact projette poussière, cendres et toutes sortes de particules très haut dans le ciel, bien au-dessus des nuages. De gros impacts peuvent provoquer des incendies massifs, ajoutant encore plus de fumée. La planète se retrouve enveloppée d'une couche poussiéreuse et enfumée qui bloque une partie de l'énergie solaire. Le problème avec la glace, c'est que quand elle ne fond pas, elle s'étend et renvoie la lumière dans l'espace, ce qui refroidit encore plus. Cette boucle s'appelle la rétroaction glace-albédo. Une théorie séduisante pour le Dryas récent. Et pour la rendre encore plus tentante, le Groenland semble aussi cacher le véritable cratère. Des relevés radars sous le glacier Hiawatha ont révélé une structure circulaire d'environ 31 km de diamètre. Les scientifiques se demandaient si c'était lui le responsable du Dryas récent, mais la datation a montré qu'il était environ 58 millions d'années trop vieux pour être le coupable. Et puis, un pic de platine ne signifie pas forcément un météore. Le platine d'origine spatiale est généralement accompagné d'un métal allié, l'iridium. Si on trouve l'un, on devrait trouver l'autre. Mais quand les scientifiques ont analysé la glace du Groenland, l'iridium était absent. Donc la chimie ne pointait pas vraiment vers un météore. Ça ressemblait plutôt à du magma volcanique de l'Atlantique Nord. Ensuite, il y a la forme du signal de platine. Il s'étend sur plusieurs années, pas une seule couche nette d'explosion. Ça évoque plutôt quelque chose qui alimente l'atmosphère en continu.
pas un seul gros impact explosif. Donc, si le platine ne pointe pas vers un impact récent, la question suivante est simple. Qu'est-ce qui sur Terre peut envoyer du platine dans le ciel et aussi refroidir la planète? La réponse, c'est un volcan. Celui dont on parle aurait pu se trouver dans l'Atlantique Nord, peut-être en Islande, et il n'était peut-être même pas sur la terre ferme. Il aurait pu entrer en éruption sous une épaisse couche de glace ou sous l'eau. Voici la différence. Quand un volcan explose à l'air libre, on obtient des nuages de cendres et des rivières de lave. Mais sous la glace, le magma rencontre l'eau de fonte, la transforme instantanément en vapeur et peut exploser en cendres fines et en gaz. Sous l'eau, de puissantes éruptions peuvent aussi fragmenter le magma et propulser des matériaux vers le haut. Dans les deux cas, le vrai problème, ce n'est pas la roche en fusion, c'est le gaz. Ça, je connais. Les grandes éruptions comme celle-ci crachent des quantités massives de dioxyde de soufre. Si ce gaz monte assez haut, à des kilomètres au-dessus des nuages, il se disperse et se mélange à la vapeur d'eau pour créer des aérosols sulfatés. Ce sont en fait des gouttelettes microscopiques d'acide sulfurique. Individuellement, elles sont invisibles, mais des milliards ensemble forment un véritable parasol planétaire. Depuis l'espace, la Terre paraît plus brillante parce que ces gouttelettes réfléchissent la lumière du Soleil. Mais ici, au sol, c'est comme regarder le Soleil à travers un fin voile argenté. Pas besoin d'obscurité totale pour geler le monde, il suffit de tamiser un peu le Soleil. Les étés ne sont plus vraiment chauds et la neige persiste jusqu'en juillet. Cette neige résiduelle se compacte en glace qui réfléchit encore plus de lumière solaire. C'est le même type de boucle de rétroaction que celle déclenchée par un astéroïde, sauf que dans ce cas, le Soleil est bloqué par la poussière, alors qu'ici, il est renvoyé dans l'espace. Quelque chose de similaire s'est produit assez récemment. En 1991, le mont Pinatubo, aux Philippines, a déversé environ 20 millions de tonnes de dioxyde de soufre dans la stratosphère. La Terre s'est retrouvée sous un fin voile et les températures mondiales ont baissé d'environ 1,5 degré Celsius pendant près de 2 ans. Imaginez l'ampleur de l'éruption si les températures au Groenland avaient chuté de plus de 15 degrés Celsius et étaient restées aussi basses pendant 1200 ans. Mais voici une question intéressante. Et si ce n'était ni l'un ni l'autre? Ni un astéroïde modifiant le climat, ni un volcan caché. Il y a un troisième suspect, bien plus discret, mais tout aussi dangereux. L'eau douce. Une théorie majeure est que le monde s'est réchauffé et qu'un immense lac glaciaire en Amérique du Nord, souvent associé au lac Agassiz, s'est soudainement vidé ou a changé de cours, déversant une quantité absurde d'eau douce, des millions de milliards de litres, dans le système de l'Atlantique Nord. Cette eau douce a dilué l'océan de surface, dans les régions où l'eau dense et salée plonge normalement et alimente la circulation atlantique à grande échelle. Quand cette plongée faiblit, la circulation globale ralentit et moins de chaleur océanique atteint l'Atlantique Nord. Avec ce système perturbé, l'hémisphère nord pouvait se refroidir extrêmement vite à l'échelle climatique. En quelques années à quelques décennies plutôt qu'en siècles. Dans cette version, le pic de platine pourrait être une coïncidence, un rot volcanique pendant le gel, pas le déclencheur. Et au final, si le volcan était la cause de cet hiver sans fin, cela pourrait-il se reproduire de nos jours? Absolument. La région de l'Atlantique Nord est toujours géologiquement active. L'Islande entre régulièrement en éruption et les systèmes volcaniques le long de la dorsale médio-atlantique sont bien vivants. Mais ce ne serait pas une surprise venue de nulle part. Même les volcans enfouis sous la glace donnent généralement des signes avant-coureurs, comme des séismes. Si la chaleur s'accumule en profondeur, elle peut faire fondre d'importants volumes de glace par en dessous avant que quiconque ne voie de la cendre dans le ciel. D'un autre côté, il n'y aurait pas besoin d'une éruption cataclysmique. Une explosion modérée injectant du soufre haut dans la stratosphère pourrait assombrir le Soleil pendant quelques années, comme le Pinatubo l'a fait. Cela ne veut pas dire qu'une nouvelle ère glaciaire débuterait le lendemain. Le contexte climatique actuel est très différent de celui d'il y a 12 800 ans. Mais le mécanisme est réel. L'atmosphère peut encore être déstabilisée. Et parfois, il suffit d'une éruption cachée.